On a vu qu'il y avait plusieurs niveaux de multivers. Le premier niveau, c'était tout simplement dans notre univers observable. On suppose qu'il est une partie d'un univers infini, puis il y aura un nombre infini de zones de la taille de l'univers observable. Ça, ce serait le multivers de niveau 1. Le multivers de niveau 2, c'était un espace sous-jacent dans lequel apparaîtraient des Big Bang. Notre univers infini serait juste une bulle dans un univers plus vaste, un multivers de niveau 2, où là, on pourrait même avoir des lois de la physique différentes d'une bulle à l'autre. Ensuite, on avait vu que certaines interprétations de la mécanique quantique impliquent que les différentes possibilités quantiques restent en existence superposées tout le temps dans la fonction d'onde universelle. Donc, ça fait en sorte qu'au fur et à mesure que l'univers évolue, il se subdivise en des possibilités différentes qui sont comme des branches de la réalité. Et l'observateur, dans une expérience donnée, peut se retrouver ensuite dans plusieurs branches différentes de la réalité. Donc, observer tous les résultats possibles, mais chacun dans une branche. Donc, ça crée une sorte de multivers quantique. Et finalement, le niveau ultime du multivers, ce que Tegmark appelle le multivers de niveau 4, c'est de supposer que, vu qu'au niveau 2, on a déjà supposé qu'il y aurait des bulles avec différentes lois de la physique, mais qui sont toutes des variations, si on veut, de nos lois, parce que ça part d'un espace unifié à 11 dimensions, pourquoi pas ouvrir les vannes des possibilités carrément, puis imaginer qu'il pourrait carrément avoir d'autres lois de la physique complètement différentes, qu'on ne peut pratiquement pas imaginer, qui pourraient aussi générer des univers. Et là, vous allez dire, bon, mais c'est plus de la science. Non, c'est plus de la science, c'est de la spéculation, mais c'est sûr qu'en science, on n'aura jamais de réponse ultime. Si vous me demandez, mais pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien? Pourquoi il y a un univers? Mettons qu'il y en aurait juste un. Juste ça, c'est une question sans réponse. Pourquoi il y a quelque chose? Clairement, il y a des lois de la physique qui sont capables de supporter l'existence d'un univers avec des êtres conscients qui se posent des questions. Si on le sait, on vit dedans. Maintenant, comment c'est arrivé? Est-ce que ça arrive par soi-même ou si ça arrive à cause d'une cause extérieure, ben là, il faut expliquer la cause extérieure puis on a une régression. Donc, éventuellement, l'idée, c'est qu'on ne sait pas comment ça se fait qu'il existe au moins un univers. Mais l'idée, c'est que si ça peut arriver une fois, pourquoi ça ne pourrait pas arriver plusieurs fois ou un nombre infini de fois? En fait, ce serait très surprenant. Imaginez qu'on apprenait comme ça qu'il existe juste 17 univers dans l'ensemble de la réalité. Vous allez dire, mais pourquoi 17? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 18? En fait, les seuls nombres qui ont une certaine pureté métaphysique, c'est 0, 1 et l'infini. On pourrait avoir 0 de quelque chose. On pourrait avoir 1 de quelque chose parce que c'est la seule façon de le faire. Mais dès qu'on dit pour en avoir 2, pour en avoir 3, bien ensuite, il n'y a pas de raison, si on veut, il n'y a pas de raison fondamentale pourquoi il ne pourrait pas en avoir éventuellement un nombre infini. Et un nombre infini de versions différentes, si une sorte de physique peut générer un univers, pourquoi pas d'autres sortes de physique? Donc, dans le niveau 4, Max Tegmark parle des autres physiques possibles, mais c'est un peu bizarre quand on lit ces articles. Au lieu de dire d'autres physiques, il dit essentiellement d'autres structures mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Tegmark affirme que ce que ça prend pour créer un univers, à la base, c'est une certaine logique de base. La logique des lois de l'univers. Mais ces lois-là sont exprimées sous forme de logique, bien, ça peut être aussi exprimé sous forme de structures mathématiques. Ou si on veut, les mathématiques, c'est l'étude générale des structures logiques. Donc, c'est un peu étrange ce que Tegmark dit, mais il dit essentiellement les mathématiques seraient la base de l'existence. Alors, quand on entend ça, surtout si on n'aime pas les mathématiques, là, on se dit non, non, là, moi, je décroche, là, ça n'a pas d'allure. Puis c'est sûr que si pour vous, les mathématiques, c'est ce que les mathématiciens font, ce qu'ils inventent, avec quoi ils jouent, bien, c'est clair que c'est une invention de l'esprit humain. Mais pensez aux mathématiques de manière différente. Pensez aux mathématiques comme, si on veut, l'ensemble des structures abstraites possibles au niveau logique. La majorité de ces structures-là, aucun être humain n'y a pensé depuis le début de l'histoire. Mais cet ensemble de possibilités logiques, mathématiques, abstraites, appelons-le comme on veut, pourrait justement générer des univers. Tegmark, dans son livre, en Mathematical Universe, il dit essentiellement, regardez l'univers autour de vous. Bon, il est fait d'énergie, de particules, mais ces particules-là sont faites de champs quantiques. Mais un champ quantique, c'est une excitation du vide qui crée des particules. Le vide, éventuellement, c'est une structure à n dimensions qui peut être décrite par des mathématiques, mais allons plus loin que décrite par des mathématiques. Éventuellement, la structure sous-jacente de la réalité, est-ce que ça ne pourrait pas être des mathématiques
pure, une pure abstraction. Je vais dire, ben non, une pure abstraction, on se sent concret, on se sent réel. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que, justement, quand on est à l'intérieur d'une structure mathématique et qu'on est nous-mêmes une structure mathématique assez complexe, peut-être que c'est de ça que ça a l'air vu de l'intérieur. La conscience, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'information, mais c'est quoi de l'information qui circule dans votre cerveau? C'est sous forme de potentiel électrique, mais les potentiels électriques découlent justement des lois fondamentales de l'électromagnétisme, du champ électromagnétique. Donc, est-ce qu'on finit par poser des questions de plus en plus fondamentales? Est-ce qu'on ne se retrouve pas à atteindre un niveau de réalité qui est purement abstrait? Et là, vous allez dire, mais c'est une question philosophique un peu bizarre, puis ça n'a pas de conséquences concrètes. Mais oui, c'est une conséquence concrète dans le sens que, imaginez que ça prend juste ça, une structure mathématique appropriée, pour, vu de l'intérieur, avoir l'air d'un univers physique. Maintenant, si vous vous posez la question, pourquoi il existe quelque chose au lieu de rien? Pourquoi il existe un univers? Bien, c'est obligé, parce que vous ne pouvez pas poser cette question-là d'une structure mathématique. Vous ne pouvez pas poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une structure mathématique existe? C'est une pure structure logique, ça n'a pas besoin d'être même pensé. Il y a des structures logiques ou des idées ou des relations logiques qui n'ont jamais été pensées par aucun être humain, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas une des possibilités logiques qui existent par elles-mêmes. Vous voyez, donc, en fait, c'est ça que Tegmark trouve élégant comme hypothèse, que si le niveau fondamental de la réalité est purement abstrait, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il existe de lui-même. Les mathématiques, les structures abstraites existent par elles-mêmes. Puis si elles génèrent des univers, ben voilà, vous expliquez pourquoi il y a des univers. Puis évidemment, ben, vu que toutes les structures mathématiques existent sur un pied d'égalité, si certaines de ces structures-là peuvent générer des univers physiques vus de l'intérieur, ben, on peut imaginer que l'ensemble des structures mathématiques possibles ou logiques possibles génèrent l'ensemble des physiques possibles puis l'ensemble des univers possibles automatiquement. Alors, c'est une idée qui est enfin, relativement controversée. Ce n'est pas de la science, c'est de la philosophie, c'est de la métaphysique, mais c'est une idée qui fait du chemin. Et bon, vous allez dire, ça existe, ça, des physiciens comme Max Tegmark, que c'est ça leur recherche, penser à ça, qu'on est peut-être une structure mathématique. Bon, lui, il travaille dans un département de physique, il est au MIT, et puis, si on veut, il y a un vrai sujet de recherche plus scientifique. Il étudie la formation de la structure dans l'univers, les galaxies, comment la structure des galaxies se forme. Mais il y a une carrière, si on veut, alternative ou parallèle, où il s'intéresse à des questions philosophiques. Mais en passant, je voudrais vous dire que ça existe des départements de philosophie des sciences. Donc, vous pourriez, plus tard, aller faire une formation en philosophie, un doctorat en philosophie, puis peut-être un autre doctorat en physique, pourquoi pas, puis ensuite combiner les deux pour devenir chercheur en philosophie des sciences. Alors, c'est ils sont très peu nombreux, les gens dans le monde qui font ça, qui s'intéressent aux questions fondamentales de la physique. Mais en particulier, Max Tegmark a fait quelque chose d'intéressant. En fait, en 2005, il a réussi à convaincre des milliardaires américains là, qui ont beaucoup d'argent, qui donnent de l'argent pour faire toutes sortes de choses, de donner de l'argent pour créer un centre de recherche virtuel qui s'appelle le Foundational Questions Institute, pour regrouper plein de chercheurs qui travaillent soit à temps plein ou à temps partiel sur des idées qui sont vraiment à la limite entre la philosophie, la physique, la métaphysique, et puis les fondations de la physique, genre l'interprétation de la mécanique quantique, des choses qui souvent, lorsqu'il y a des coupures dans le milieu académique, c'est souvent ça qui prend le bord en premier parce que c'est trop spéculatif. Donc, l'idée d'avoir un petit peu d'argent pour faire ça, pour subventionner certains chercheurs qui peuvent appliquer pour des bourses. Donc, chaque année, ils donnent plusieurs millions de dollars en bourse à des chercheurs pour continuer des recherches là-dedans. Et puis, ils font des congrès aussi internationaux où ils se rencontrent. Et il y a plusieurs centaines de membres, plein de prix Nobel, de gens qui travaillent professionnellement dans la discipline, mais ils veulent ouvrir ça aussi à l'ensemble des gens intéressés, puis recruter justement des gens qui sont peut-être une carrière plus alternative, là, qui ne sont pas nécessairement profs d'université. Donc, il y a un concours à chaque année, à peu près. Ils font un concours sur un thème. Ensuite, ben, il y a un jury de sélection. Puis, les premiers et deuxièmes prix se font offrir d'être membres du Foundational Question Institute. En 2015, le concours, c'était
de parler de la relation entre les mathématiques et la physique, justement. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Bon, j'ai étudié en cosmologie, mais ensuite, je suis devenu professeur de cégep, donc je ne fais pas de recherche au niveau professionnel. Mais j'ai écrit un article qui parlait de ma position sur la relation entre les mathématiques et la physique. C'est sûr qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce que Max Tegmark fait, mais en même temps, j'ai des choses originales là-dedans. Et puis, j'ai gagné le deuxième prix et je suis devenu membre du Foundational Question Institute en 2015. En fait, moi, ça fait mon affaire d'être chercheur, si on veut, plus chercheur, mais pas professionnel. Je ne suis pas affilié à l'université. Je suis simplement professeur de cégep, mais en même temps, j'ai certaines idées plus philo-physiques que je trouve intéressantes. Mon article est disponible sur Internet, mais il est aussi publié. À chaque concours, les gagnants sont publiés dans un livre de Springer. L'idée que je défends dans cet article, c'est un peu ce que je viens de vous dire, que des fois, on se complique trop la vie. Par exemple, il y a eu un temps où en biologie, on se disait, bon, la biologie, c'est sûr que on est fait d'atomes, on est fait de matière qui obéit aux lois de la physique, mais les gens étaient convaincus que ça ne pouvait pas expliquer pourquoi quelque chose était vivant, que ça prenait en plus une sorte de quelque chose d'autre qu'on doit rajouter à la matière ordinaire pour rendre ça vivant. On appelle ça, mettons, l'élan vital. Puis ici, j'ai des signes qui représentent des feux de circulation. Ça, c'est un feu éteint, dans le sens qu'il n'y a plus personne en science aujourd'hui qui a cette position-là, au niveau de la science professionnelle reconnue. Dans le sens que maintenant, les gens se disent pas que ça prend des choses magiques en plus de la physique et de la chimie. Vous avez vu ça en biologie, c'est de la chimie très complexe, la chimie organique qui fait fonctionner vos cellules. Puis cette chimie-là est basée sur les lois de la physique, sur les principes de mécanique quantique pour la structure des atomes, pour les liaisons chimiques, c'est des liens électromagnétiques. Donc, ce n'est pas quelque chose de plus qui se rajoute une sorte d'élan vital ou de fluide vital ou de force ou d'aura qui rend un être vivant vivant. C'est plutôt sa structure, la manière dont il est agencé. Donc, les atomes de carbone réagissent pareil, obéissent aux mêmes lois dans notre corps que les atomes de carbone dans une mine de crayon. C'est juste que la manière dont c'est agencé, ça crée justement un comportement complexe qu'on appelle la vie. Et au niveau du cerveau, ça crée justement tout cet échange de signaux, de potentiel électrique, génère d'une manière, il faut l'avouer, qui est quand même assez à la fois spectaculaire et mystérieuse, le phénomène de la conscience. Donc aujourd'hui, la biologie, pour nous, c'est juste la chimie puis la physique. En fait, c'est de la physique qui fait de la chimie, puis c'est juste ça, et rien d'autre. Ce que Tegmark et ce que je défends aussi dans cet article, c'est qu'il faudrait voir la même chose. La physique, c'est sûr que ça obéit à des lois mathématiques. Mais il y a du monde qui se dit, OK, mais c'est pas juste ça, c'est pas juste des mathématiques, ça prend de la matière, c'est concret, c'est tangible. Oui, mais ce concret, ce tangible, est-ce que ça ne pourrait pas être justement une conséquence de la complexité de la structure? Ça se comporte, vu de l'intérieur par une structure mathématique qui elle-même est consciente, ça se comporte comme justement un univers qu'on perçoit comme étant matériel, mais ce n'est pas que ça a pris de la matière pour le créer. La matière est quelque chose qui émerge du niveau fondamental qui est purement abstrait. Si vous demandez, mais c'est ça, pour faire un univers, ça prend des matériaux, hein, ça prend des ressources, ça prend des matières premières. Et là, il faut expliquer leur existence. Mais là, vous n'avez plus besoin d'avoir cette question-là. Les matières premières, si on veut, la matière, l'énergie, les particules, c'est des choses qui découlent justement de la structure abstraite. Justement, quand on parlait de la théorie de la fonction d'onde universelle, de toutes les branches possibles de la réalité, si vous vous dites, mais ça prend tellement de matière puis d'énergie pour faire toutes ces branches de la réalité que ça ne se peut pas, mais non, ce n'est pas un problème. Si justement ce qu'on appelle matière, ce qu'on appelle physique émerge d'une structure purement abstraite, ces problèmes-là n'existent plus et ça répond à la question pourquoi il existe quelque chose au lieu de rien. Dans mon article, je mentionne que dans un univers infini où toutes les structures mathématiques génèrent des réalités physiques vues de l'intérieur, bien évidemment, c'est un multivers ultime, dans le sens que tout ce qu'on a dit, le multivers niveau 1, niveau 2, niveau 3, est automatiquement généré par ça, plus d'autres façons plus exotiques de créer des univers, qui fait que c'est difficile dans un univers comme ça de savoir qui on est, ou en fait où on est, dans quoi on est réellement. On est ultimement dans une structure mathématique, mais il y a plusieurs façons de générer la réalité autour de nous. Je n'ai pas besoin de vous dire que les traditions religieuses sur Terre ne s'entendent pas sur l'origine de l'univers. Dans certaines traditions, on a été créé par
tel Dieu qui s'appelle telle chose ou tel autre Dieu qui s'appelle telle autre chose. On a été créé de cette manière-là ou de cette manière-là. Il y a X années ou Y années. Donc, c'est toutes sortes de choses qui sont incompatibles. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans un univers infini, dans un multivers de niveau 4, dans un multivers ultime, dans ce que j'appelle, moi, le maxivers, donc, imaginez tout ce qui est potentiellement, possiblement en existence, existe réellement dans le maxivers, donc c'est une cosmologie maximale. Est-ce que ça veut dire que la conversation qu'on a en ce moment, en fait, la conférence ou l'enrichissement qu'on a en ce moment, il peut s'expliquer de différentes façons. Il peut avoir lieu dans un univers qui a 13,8 milliards d'années, puis qui a été généré par les processus de l'évolution, mais il peut apparaître de plein d'autres manières différentes si toutes les structures possibles logiques existent. Ça voudrait dire qu'on est un peu comme, c'est une photo que tirée de mon article, quand on est juste avant d'arriver dans le bout de Drummondville, je pense, à un certain moment, l'autoroute 20 au Québec puis l'autoroute 55 sont une sur l'autre. Vous roulez à la fois sur la 20 et la 55. Et mettons que vous vous posez la question philosophique à ce moment-là, est-ce que je suis sur la 20 ou la 55? Bien, vous êtes sur les deux en même temps. Puis, il n'y a pas d'argument que vous êtes plus sur la 20 ou la 55. Vous pouvez avoir deux explications différentes pourquoi vous êtes là. Un peu plus tard, quand la 20 et la 55 vont se séparer, bien, si on veut, vous allez dire, ah, ben finalement, j'étais sur la 20 parce que je suis continué sur la 20. Ou j'étais sur la 55 parce que j'ai continué sur la 55. Mais tant que vous êtes dans cet état-là, vous êtes une superposition de différentes possibilités, bien, ça pourrait être vrai aussi au niveau métaphysique. Donc, vous pourrez lire les détails dans l'article si vous allez vouloir en savoir plus. Il y a aussi, je ressors des idées un petit peu reliées à l'immortalité quantique dans l'article. J'ai été influencé beaucoup par Hans Moravec, un de mes auteurs préférés. Il a écrit 2 livres fantastiques, dont un s'appelle Robot. C'est un roboticien à l'Université de Carnegie Mellon aux États-Unis. Il a été un des pionniers de la vision artificielle des robots. Au niveau philosophique, il y a des idées qui recoupent pas mal les miennes, puis qui disent que dans un univers infini, éventuellement, où toutes les possibilités possibles existent, ben, même les après-vies, telles qu'on les entrevoit des fois en religion, doivent exister dans l'ensemble des réalités. Et ce qui fait que quand vous mourrez, ben, nécessairement, vous allez avoir plusieurs possibilités parce que vous êtes sur plusieurs routes en même temps qui vont arriver, chacune dans sa branche de la réalité. Vous allez dire, oui, mais quand même, le plus probable pour plein de gens, c'est quand on meurt, notre cerveau se décompose et on cesse d'exister. Oui, mais vous ne serez jamais conscient de ces possibilités-là. Vous serez toujours, un peu comme l'immortalité quantique, on se retrouve toujours à être dans une branche de la réalité où on existe encore. Qu'est-ce que ça implique sur la vie après la mort? Bien, on en reparlera rendu là. Il y a un proverbe bouddhiste que j'aime beaucoup. À un moment donné, c'est un apprenti bouddhiste qui va voir un maître bouddhiste et qui lui demande « Maître bouddhiste, vous savez tout, sur tout. Alors, vous pouvez sûrement me dire qu'est-ce qui arrive après la mort. » Puis le maître bouddhiste dit « Non, parce que je ne suis pas un maître bouddhiste mort. » Alors, il faut être mort pour savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Un bouddhiste, d'ailleurs, vit dans le présent, vit pour justement l'instant présent, puis essaye de simplement minimiser la souffrance localement. Donc, tous ces arguments-là métaphysiques, finalement, est-ce que ça a une application sur la façon dont on vit notre vie au jour le jour? C'est loin d'être évident. Juste mentionner que la question fascinante de la relation entre la physique, que je représente par la lettre phi ici, la conscience, que je représente par la lettre psi pour psychologie, puis l'ensemble des mathématiques que je représente par ce symbole-là, qui est la somme de tous les calculs possibles, de toutes les structures abstraites. La relation entre les trois, c'est un débat philosophique fascinant. Bon, pour Tegmark, par exemple, toutes les structures mathématiques existent. Certaines de ces structures-là ont la structure correcte pour générer de la physique qui permet l'existence de psychologie, d'esprit. Mais Marshall, un chercheur belge, lui a une position différente. Il dit, parmi toutes les structures logiques possibles, il y a des états de conscience. Mais la plupart de ces états de conscience-là sont comme des flashs dans des rêves qui sont incohérents et où personne n'est capable de faire l'argument qu'on est en train de faire maintenant. Pour avoir l'argument qu'on est en train de faire maintenant, une discussion sur la nature fondamentale de la réalité, il faut être dans une sorte de rêve, si on veut, qui a une physique sous-jacente, stable.
pour qu'on puisse avoir une discussion qui dure assez longtemps pour arriver à ces conclusions-là. Donc, c'est une idée vraiment un peu folle, mais il a gagné, sa thèse de doctorat a gagné le prix de la meilleure thèse en Belgique quand il est sorti. Mais ensuite, il est devenu un petit peu chercheur indépendant, puis maintenant, il fait toutes sortes de choses bizarres. Mais tout ça pour dire que dans l'hypothèse de marchage, l'ensemble des structures abstraites génèrent des états de conscience qui, par le fait qu'ils soient cohérents, implique l'existence d'une physique sous-jacente. C'est comme une inversion entre la psychologie et la physique. Habituellement, les gens ont tendance à dire il y a des phénomènes physiques dont certains sont conscients, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tourner ça à l'envers ou carrément arriver à quelque chose que j'appelle le co-émergentisme dans un de mes articles, parce que j'ai gagné 2 autres concours en passant. J'ai gagné ensuite un 3e prix et un 4e prix. Fait que j'ai 3 articles de publiés pour l'instant dans la FQXI. Dans un des articles, je parle de l'hypothèse que à la base, il y aurait toutes les structures mathématiques possibles qui génèrent, je ne serais pas prêt à dire que ça génère de la physique qui génère de la conscience ou de la conscience qui, par le fait qu'elle est stable, stabilise une sorte de physique. Je dirais que les deux sont reliés ensemble. C'est quelque chose que vous pouvez aller voir dans un de mes articles. Il y a aussi un des articles qui parle de qu'est-ce qui est fondamental. C'est quoi le niveau le plus fondamental de la réalité? Est-ce que c'est les particules élémentaires? Est-ce que c'est une structure mathématique? Ou est-ce qu'on pourrait aller plus loin puis arriver pratiquement à un symbole bouddhiste qui veut dire le néant? Est-ce que l'ensemble de l'information de l'univers pourrait éventuellement se retrouver à tout s'annuler puis donner une sorte de zéro cosmique qui génère de l'intérieur toutes les possibilités? Vous allez dire, bon là, monsieur, vous êtes rendu pas mal en philosophie ésotérique. Peut-être. Pour terminer, on avait vu qu'en mécanique quantique, certaines interprétations donnaient un rôle privilégié à l'observateur. D'autres non, comme l'hypothèse des mondes multiples ou de la fonction monde universelle. L'observateur est juste une autre structure quantique. Mais s'il y a quelque chose de vrai fondamentalement dans l'idée de Tegmark ou la mienne, que c'est à la base l'ensemble de tous les calculs possibles, de toutes les structures mathématiques, je dis computation en anglais, qui existent par lui-même. Et de là émerge peut-être de la physique qui ensuite crée un observateur conscient, mais le fait que les observateurs sont conscients, ça stabilise la physique dans l'infini de toutes les structures possibles, ce que j'appelle la coémergence. Dans ce cas-là, en fait, l'observateur a un certain rôle à jouer fondamental, c'est que si toutes les structures mathématiques existent, ça veut dire quoi? À la limite, ça ne veut rien dire. Une structure mathématique qui existe, mais qui est tellement compliquée qu'elle n'a jamais été pensée, puis qu'il y a une structure qui ne génère pas de l'intérieur un univers physique ou des consciences, c'est comme si elle n'existait pas. D'une certaine manière, dans l'ensemble de toutes les possibilités mathématiques, c'est le fait que certaines possibilités mathématiques ont la bonne structure pour générer un univers physique qui est capable de générer des sous-ensembles comme nous qui sont conscients. C'est ça qui fait en sorte qu'elle existe dans le sens habituel d'exister. Exister, dans ce cas-là, ce serait être observé. Une structure mathématique qui n'a jamais été observée et qui n'est pas observable, dans quel sens ça existe? Ça existe mathématiquement, mais l'existence physique telle qu'on la comprend, si à la base tout est mathématique, c'est justement une conséquence du fait qu'il y a des observateurs conscients pour l'observer, qui fait que pour ces observateurs-là, cette structure mathématique est plus que des mathématiques, c'est une physique, c'est un univers, c'est un monde. Alors, je vous laisse avec cette idée-là. C'est sûr qu'on est à la limite de la compréhension et ça peut justement vous faire exploser le cerveau de trop penser à ces choses-là. Mais c'est quand même des questions qu'on se pose à la frontière comme ça actuelle de la physique et de la philosophie.